La Terre a 4,5 milliards d'années. Durant ce temps, la vie a colonisé chaque recoin possible, depuis les cheminées hydrothermales à 3000 mètres de profondeur jusqu'aux glaciers de l'Antarctique, depuis les fissures de la croûte océanique jusqu'à l'intérieur de roches solides. Et pourtant, moins de 20% du fond marin a été cartographié avec une résolution suffisante pour détecter des détails significatifs. La carte de Mars est mieux élaborée que celle des océans terrestres. Les missions Mars Reconnaissance Orbiter et Mars Global Surveyor ont produit des modèles topographiques de la planète rouge avec une résolution de 100 mètres par pixel en couverture globale. L'équivalent océanique terrestre, basé sur des données de sonar multifaisceau, couvre une fraction minuscule des 360 millions de kilomètres carrés du fond marin avec une résolution comparable. Ce paradoxe définit l'état actuel de la connaissance biologique. On estime qu'il existe entre 8 et 10 millions d'espèces eucaryotes sur la planète, mais la science formelle en a décrit à peine 1,5 million. Le reste demeure sans nom, sans étude, sans compréhension. Une grande partie de ce vide correspond à des environnements qui, jusqu'à il y a quelques décennies, étaient simplement considérés comme inhabitables. La situation est encore plus prononcée lorsque l'on considère les prokaryotes. Le nombre d'espèces bactériennes et d'archées sur la planète est incalculable avec les méthodes actuelles. Une seule cuillerée de sol fertile contient des milliards de micro-organismes appartenant à des milliers de lignées différentes, la plupart jamais cultivées en laboratoire. L'abîme océanique fut pendant des siècles synonyme de mort. La théorie azoïque, formulée par Edward Forbes en 1843, soutenait qu'au-dessous de 550 mètres, la vie était impossible. La pression écrasante, l'obscurité totale et les températures proches du point de congélation semblaient écarter toute possibilité d'existence. Forbes fonda sa théorie sur des échantillons de dragage de la mer Égée où les conditions locales de faible oxygénation des eaux profondes faisaient que ces échantillons revenaient effectivement vides. Il extrapola incorrectement cette situation régionale à toute la profondeur océanique. Forbes se trompait. En 1872, l'expédition du HMS Challenger traîna ses filets sur des fonds de plus de 5000 mètres et les récupéra pleins. Ce qui remonta à la surface était si étrange que de nombreux naturalistes de l'époque doutèrent que ces organismes fussent réels. L'expédition du Challenger dura presque 4 ans et parcourut 127 600 kilomètres. Ces biologistes décrivirent 4 717 nouvelles espèces. Mais le niveau d'équipement disponible en 1872 était si rudimentaire en comparaison avec les besoins réels de la biologie abyssale que beaucoup des organismes recueillis arrivèrent à la surface détruits ou morts, sans possibilité de les observer dans leur comportement naturel. Il faudrait plus de 80 ans avant que les véhicules sous-marins habités et les ROV téléopérés ne permettent de voir le fond océanique en temps réel et dans un contexte écologique. Depuis lors, chaque expédition au fond de la mer, chaque forage dans la glace polaire, chaque analyse de sol volcanique ou d'eau hypersaline a apporté de nouvelles formes de vie qui ne s'insèrent pas dans les schémas précédents. Certaines d'entre elles réécrivent les limites du possible. D'autres restent sans explication satisfaisante. Ce qui émerge de ce catalogue croissant est une image de la planète radicalement différente de celle qui apparaît dans les manuels. La Terre est, pour sa plus grande part, un monde d'obscurité, de pression, de températures extrêmes et de chimie hostile habité par des formes de vie qui ont résolu ces problèmes de manière qu'aucune théorie préalable n'aurait anticipé. La fosse des Mariannes descend jusqu'à 11 034 mètres au point connu sous le nom de Challenger Deep. La pression y atteint 1086 atmosphères, équivalente à avoir au-dessus de soi 50 avions jumbo pour chaque centimètre carré de surface. La température tourne autour de 1 ou 2 degrés centigrades. Aucun photon de lumière solaire n'y parvient. L'obscurité est absolue, sauf par la bioluminescence des propres organismes qui habitent ces profondeurs. En 2012, le réalisateur James Cameron descendit en solitaire dans le submersible Deep Sea Challenger et filma ce fond pendant plusieurs heures. Ce qu'il trouva ne fut pas un désert stérile, mais un sédiment actif rempli d'organismes. Les amphipodes, crustacés similaires aux crevettes mais complètement aveugles et dépigmentés, s'accumulaient dans des pièges appâtés avec de la matière organique en quantité massive.
Hirondellea gigas, une espèce d'amphipode adale, ne survit pas seulement à cette pression mais l'exige. Ses tissus ont évolué pour fonctionner correctement à plus de 8000 mètres de profondeur et ne peuvent pas survivre dans les eaux superficielles. Le mécanisme d'adaptation le plus étudié chez ces créatures est l'utilisation d'oxyde de triméthylamine, une molécule organique qui agit comme stabilisateur de protéines sous haute pression. Chez les poissons des fosses adales, comme le poisson-escargot Pseudoliparis swirei, découvert en 2017 à 7966 mètres dans la même fosse des Mariannes, cette molécule représente jusqu'à 25% du poids du muscle. C'est presque un antigel biologique inverse. Il n'empêche pas l'eau de geler, mais empêche les protéines de se comprimer et de perdre leur fonction tridimensionnelle sous pression extrême. Le Pseudoliparis swirei a un corps translucide, dépourvu de pigmentation. Ses yeux sont non fonctionnels et sa peau est gélatineuse. Il n'a pas besoin de vessie natatoire parce qu'à ses profondeurs, le gaz se comprimerait instantanément. Il nage lentement parmi les sédiments, se nourrit des amphipodes et de détritus organiques qui tombent depuis la surface dans ce que les océanographes appellent neige marine. Cette lente pluie de matière organique morte, formée par des fesses, des corps d'organismes morts et des agrégats de mucus et de bactéries qui descendent depuis les océans supérieurs, est littéralement l'unique source d'énergie dans la zone adale et toute la chaîne trophique de l'abîme en dépend. La quantité de matière organique qui atteint le fond est minime, peut-être 1% de ce qui se produit en surface, mais elle s'accumule pendant des millions d'années dans les sédiments en formant une archive biochimique de l'histoire océanique. La fosse de Kermadec, au nord-est de la Nouvelle-Zélande, contient des communautés analogues mais avec des différences taxonomiques significatives, ce qui indique que chaque fosse océanique est, d'une certaine manière, une île biologique isolée. Les fosses sont profondes, mais elles sont aussi séparées entre elles par des kilomètres de fond océanique plus élevé qui agit comme barrière géographique. Le résultat est une spéciation indépendante. Des animaux superficiellement similaires mais phylogénétiquement distincts, adaptés aux mêmes conditions extrêmes à travers des chemins évolutifs parallèles. Dans la fosse de Porto Rico, la plus profonde de l'Atlantique avec ses 8376 mètres, on a trouvé des communautés d'amphipodes de genre complètement différents de ceux du Pacifique, bien que leurs niches écologiques et leur morphologie fonctionnelle soient pratiquement identiques. C'est la convergence évolutive dans son expression la plus précise. Les concombres de mer holothuroïdes sont les animaux les plus abondants du fond adale en termes de biomasse. Certaines espèces du genre Myriotrochus et du genre Elpidia peuvent représenter plus de 90% de la biomasse macrobiologique des fonds les plus profonds. Ils se déplacent lentement sur le sédiment en l'ingérant, en extrayant la matière organique qu'il contient et en déposant le sédiment traité derrière eux, comme des vers tridimensionnels de l'abîme. Leur rôle dans la bioturbation du sédiment et dans le recyclage des nutriments dans les fosses adales est quantitativement dominant, mais qualitativement très peu étudié. En grande partie parce que les équipements de tournage qui atteignent ces profondeurs restent extraordinairement coûteux et rares. En 1977, le submersible Alvin descendit à 2500 mètres près des îles Galapagos pour étudier l'activité géothermique du fond océanique. Les scientifiques à bord s'attendaient à voir de la roche volcanique et des sédiments. Au lieu de cela, ils trouvèrent ce qu'ils décriraient plus tard comme la découverte biologique la plus importante du XXe siècle. Une communauté de vie exubérante, dense et complètement étrangère au Soleil. Les cheminées hydrothermales, aussi appelées cheminées noires lorsque le fluide qu'elles expulsent dépasse 350 degrés centigrades, sont des fissures dans la croûte océanique par lesquelles l'eau de mer, filtrée jusqu'au manteau, revient chargée de sulfure d'hydrogène, de méthane, de dioxyde de carbone et de métaux lourds. Ce fluide toxique et surchauffé est la base d'une chaîne trophique complètement nouvelle, soutenue non par la photosynthèse mais par la chimiosynthèse. La découverte obligea à réécrire les manuels de biologie sur un point qui avait été tenu pour immuable. L'idée que toute la vie sur Terre dépend en dernière instance de l'énergie solaire. Les bactéries chimiosynthétiques oxydent le sulfure d'hydrogène et extraient de l'énergie de cette réaction chimique. À partir de cette énergie, elles fixent le carbone et produisent de la matière organique. Elles sont l'équivalent des plantes mais sans avoir besoin d'un seul photon. Sur cette base microbienne se construit un écosystème complexe,
tube worms ou vers tubicoles, moules, crabes, poulpes, poissons, crevettes. Tout cela dans l'obscurité la plus complète, à des pressions qui détruiraient tout équipement non préparé à quelques mètres de fluide qui dépassent les 400 degrés. Le ver tubicole Riftia pachyptila peut atteindre 2 mètres de longueur et est totalement dépourvu de bouche, d'estomac et d'intestin. Il n'a pas de système digestif. Il se nourrit de manière symbiotique. Dans un organe spécialisé appelé trophosome, il héberge entre 285 et 300 millions de bactéries chimiosynthétiques par gramme de tissu. Les bactéries produisent l'énergie et les composés organiques, le ver fournit l'environnement et les substrats nécessaires. C'est une alliance si intime qu'aucun des deux ne peut survivre sans l'autre. Riftia peut croître jusqu'à 85 cm par an lorsque les conditions sont favorables, un taux de croissance extraordinaire pour un invertébré marin de ces dimensions, possiblement le plus élevé parmi les animaux qui vivent dans des écosystèmes à faible énergie. Le sang de Riftia est rouge en raison d'une hémoglobine spéciale, mais cette hémoglobine possède une particularité extraordinaire. Elle peut transporter simultanément de l'oxygène et du sulfure d'hydrogène sans que les deux molécules interfèrent entre elles. Chez d'autres organismes, le sulfure bloque l'hémoglobine de manière irréversible et provoque la mort. Chez Riftia, une modification moléculaire très spécifique dans la structure de la protéine permet cette double fonction. L'hémoglobine de Riftia est en outre extracellulairement libre dans le plasma, non contenu dans des cellules sanguines comme chez les vertébrés, et possède une masse moléculaire de 3,5 mégadaltons, plusieurs centaines de fois supérieure à celle de l'hémoglobine humaine. C'est l'un des plus grands complexes protéiques jamais trouvés dans le sang d'un animal. La crevette Rimicaris exoculata habite les cheminées de l'Atlantique moyen et présente une adaptation sensorielle unique. Elle est dépourvue d'yeux conventionnels mais possède sur le dos du céphalothorax une paire de photorécepteurs découverts en 1985 qui sont capables de détecter le rayonnement infrarouge et la faible luminescence émise par les cheminées chaudes. Elle ne voit pas d'image, mais détecte la chaleur et la lumière avec un organe qui n'a d'équivalent chez aucun autre crustacé connu. L'hypothèse la plus acceptée est que ce sens lui permet de s'orienter dans le gradient thermique de la cheminée, en évitant de s'approcher trop près du fluide létal et en restant dans la zone où la température et les nutriments sont optimaux. Dans les cheminées du Pacifique, on a trouvé des polychètes du genre Alvinella qui vivent en contact direct avec les fluides à des températures comprises entre 60 et 80 degrés centigrades et qui tolèrent des pics allant jusqu'à 105 degrés pendant quelques secondes. Ce sont les animaux eucaryotes qui vivent à la plus haute température connue. Leurs protéines présentent des adaptations structurelles qui les stabilisent à ces températures avec une plus grande proportion d'acides aminés hydrophobes et davantage de ponts disulfure que leurs équivalents chez les organismes d'eau froide. Les cheminées ont une durée de vie comprise entre des décennies et des siècles avant que l'activité géothermique ne les éteigne. Lorsqu'une cheminée s'éteint, la communauté qui l'habitait meurt. La manière dont les nouvelles cheminées sont recolonisées est une question qui reste partiellement ouverte. Les larves de certains organismes semblent se disperser par les courants abyssaux dans ce que l'on appelle une route de pierre de gué, sautant entre cheminées actives. Mais les mécanismes génétiques de cette dispersion et la manière dont les larves trouvent les nouveaux sites actifs restent un mystère actif en biologie marine. Toute la vie chimiosynthétique du fond marin ne dépend pas de la chaleur. Les suintements froids ou cold seeps sont des zones du fond océanique où le méthane et le sulfure d'hydrogène filtrent lentement depuis les sédiments, sans chaleur volcanique associée. La température est la même que dans le fond environnant, mais la chimie locale permet des écosystèmes tout aussi riches et étranges. Les nodules de carbonate qui se forment dans ces suintements peuvent vivre des dizaines de milliers d'années. On a trouvé des communautés de moules et de tubeworms sur ces nodules dont les analyses au radiocarbone indiquent qu'elles vivent depuis entre 250 et 300 ans au même endroit, dépendant du même filtre de méthane. C'est une stabilité biologique pratiquement inconnue dans les écosystèmes superficiels, où les perturbations, les saisons et la compétition réorganisent constamment les communautés. Le méthane qui s'écoule dans les cold seeps n'arrive pas toujours sous forme gazeuse.
Sur certains fonds marins, sous certaines conditions de température et de pression, le méthane se combine avec l'eau pour former des hydrates de méthane, également appelés clatrates, des structures cristallines qui ressemblent à de la glace mais brûlent si l'on en approche une flamme. Dans certains de ces dépôts, on a trouvé des communautés microbiennes qui consomment littéralement le méthane solide en l'oxydant de manière anaérobie dans une réaction qui était auparavant considérée comme thermodynamiquement impossible. L'organisme responsable de cette oxydation anaérobie du méthane est une archée du groupe ANME, qui travaille en consortium avec des bactéries réductrices de sulfate. Pendant des décennies, on n'a pas su comment fonctionnait le processus parce qu'il n'existe pas de réaction biochimique simple qui l'explique. Les recherches des 20 dernières années ont révélé que les ANME réalisent une méthanogenèse inverse, c'est-à-dire qu'ils parcourent à l'envers le chemin métabolique qui produit normalement du méthane pour le consommer. Chaque étape du processus possède un équivalent inversé dans la chaîne métabolique conventionnelle. C'est comme un métabolisme qui fonctionne à rebours. Dans le golfe du Mexique et dans la mer d'Okhotsk, on a documenté ce que l'on appelle des lacs de méthane ou des bassins d'hypersalinité au fond marin. Ce sont des dépressions dans le sédiment où l'eau est si dense en raison de sa teneur en sel et en brome qu'elle reste séparée de l'eau de mer environnante, formant une interface liquide visible. Dans ces bassins hypersalins du fond marin, où la concentration en sel peut être 5 fois celle de l'eau de mer normale et où l'oxygène est pratiquement inexistant, vivent des communautés microbiennes et, dans certains cas, des animaux multicellulaires comme les loricifères, un groupe d'animaux microscopiques qui, en 2010, sont devenus les premiers métazoaires connus capables de compléter leur cycle de vie en absence totale d'oxygène. Le sous-sol de la Terre est vaste. La biosphère profonde, celle qui existe sous les sols et les sédiments superficiels, jusqu'à des profondeurs de plusieurs kilomètres dans la croûte, pourrait contenir entre 15 et 23% de toute la biomasse terrestre, selon des estimations du Deep Carbon Observatory publiées en 2018. La majeure partie de cette biomasse est constituée de micro-organismes, dont beaucoup ont des taux métaboliques si faibles qu'il a été calculé que certains d'entre eux se divisent une fois tous les milliers d'années. Le métabolisme de ces organismes est si lent qu'il ne peut pas être mesuré avec les techniques conventionnelles de croissance bactérienne en culture. Il n'est détectable qu'au moyen d'isotopes radioactifs et de spectrométrie de masse de très haute précision. Dans les mines d'or de Witwatersrand, en Afrique du Sud, à 3,2 km de profondeur, on a trouvé en 2006 des bactéries du genre Candidatus desulforudis audax viator, vivant complètement isolées du reste de la biosphère. Ces bactéries ne dépendent pas de la photosynthèse, n'ont pas besoin d'oxygène, n'ont besoin d'aucun autre organisme. Leur énergie provient de la radiolyse de l'eau. Le rayonnement naturel des roches environnantes casse les molécules d'eau et génère de l'hydrogène et du peroxyde d'hydrogène que les bactéries utilisent comme source énergétique. Il peut fixer l'azote atmosphérique, fixer le carbone, synthétiser tous les acides aminés et vitamines dont il a besoin. C'est un organisme qui fonctionne comme un écosystème d'un seul individu. On ne connaît aucun autre prokaryote doté d'un ensemble fonctionnel aussi complet et autosuffisant. À l'autre extrême des conditions extrêmes se trouvent les cryophiles, les amateurs de froid. Le lac Vostok, en Antarctique, est un lac d'eau liquide qui existe à 3769 mètres sous la glace, isolé de l'atmosphère depuis au moins 15 millions d'années. En 2012, des chercheurs russes ont finalement foré jusqu'à ces eaux et extrait des échantillons. Les analyses microbiologiques des premiers échantillons ont révélé des contaminations et ont été controversées, mais des analyses ultérieures plus minutieuses ont confirmé la présence de séquences génétiques de bactéries et d'archées qui ne correspondent à aucune espèce connue et qui ne coïncident pas avec les organismes de la foreuse, écartant la contamination. Le lac Vostok n'est pas le seul. Plus de 400 lacs sous-glaciaires ont été identifiés en Antarctique. Le lac Ellsworth et le lac Williams ont également été échantillonnés, avec des résultats qui confirment des communautés microbiennes métaboliquement actives malgré l'isolement et la température. Ces communautés tirent probablement leur énergie de l'oxydation du fer, de l'hydrogène produit par des réactions géochimiques et, dans les zones où la glace est suffisamment mince pour laisser passer un peu de rayonnement solaire, d'une photosynthèse extrêmement limitée.
La présence de ces lacs sous la glace antarctique a des implications directes pour la recherche de vie sur les lunes glacées du système solaire extérieur, en particulier Europe de Jupiter et Encelade de Saturne, dont on pense qu'elles possèdent des océans liquides sous leur croûte de glace. Les tardigrades, connus populairement sous le nom d'ours d'eau, sont des animaux microscopiques à 8 pattes qui ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements extrêmes, fonds océaniques, sommets de montagnes, déserts, sol arctique, lichen polaire. Ils mesurent entre 0,1 et 1,5 mm et, dans des conditions défavorables, peuvent entrer dans un état appelé cryptobiose, dans lequel leur métabolisme est réduit à 0,01% du taux normal, leur contenu en eau tombe jusqu'à 3% et ils peuvent survivre à des températures allant jusqu'à 151 degrés Celsius au vide de l'espace, à des pressions de 6000 atmosphères et à des doses de radiation 1000 fois supérieures à celles qui sont létales pour les êtres humains. En 2007, l'Agence spatiale européenne les a exposés directement au vide et au rayonnement U-sain de l'espace pendant 10 jours dans l'expérience Photon M3. Une fraction significative a survécu et certains ont produit une descendance viable à leur retour. Le mécanisme de survie des tardigrades dans la cryptobiose implique la production de tréhalose, un sucre qui remplace l'eau dans les membranes cellulaires et les protéines, les maintenant intactes à l'état sec. Ils produisent également des protéines intrinsèquement désordonnées spécifiques aux tardigrades, appelées CAHS, SAHS et MAHS, qui, dans des conditions de stress, forment un gel protecteur autour des structures cellulaires. Ces protéines n'ont pas d'analogue fonctionnel dans aucun autre groupe animal connu. Elles sont une invention évolutive, apparemment unique. En 2020, une étude publiée dans Nature Communication a démontré que la protéine DSUP, sigle qui renvoie à suppresseur de dommages, présente chez les tardigrades, peut protéger l'ADN humain des dommages dus aux radiations lorsqu'elle est introduite dans des cellules humaines en culture. L'ADN humain transfecté avec DSUP présentait 40% de dommages en moins dus aux rayons X que les cellules témoins. C'est la première démonstration directe qu'une protéine de tardigrade peut protéger un génome de vertébrés avec des applications potentielles en radiothérapie et dans la protection des astronautes face au rayonnement spatial. On estime qu'entre 76 et 80% de tous les animaux qui vivent au-dessous de 200 mètres de profondeur produisent de la bioluminescence. C'est le système de communication, de chasse, de défense et d'attraction le plus répandu dans la biosphère terrestre, et pourtant il se produit complètement hors de portée de la vision humaine non protégée. La bioluminescence a évolué de manière indépendante au moins 40 fois distincte dans l'histoire de la vie, chez les bactéries, les champignons, les dinoflagellés, les vers, les crustacés, les poissons, les céphalopodes et les méduses. Chaque fois qu'elle a évolué, elle l'a fait de nouveau, avec des enzymes distinctes et des systèmes moléculaires différents, mais en produisant le même résultat. Une lumière froide, sans chaleur, générée par des réactions chimiques biologiques. L'enzyme responsable de la bioluminescence chez la majorité des organismes s'appelle luciférase, et elle agit sur un substrat appelé luciférine. Mais la luciférine n'est pas une seule molécule. Il existe au moins 6 types distincts de luciférine connus dans la nature et la luciférase qui agit sur chacune d'elles n'a pas de relation phylogénétique avec les autres. Ce sont des systèmes enzymatiques qui ont convergé vers la même fonction à partir d'origines moléculaires complètement différentes. La coélantérasine, utilisée par les méduses, les calmars et de nombreux poissons marins, est différente de la luciférine bactérienne, qui à son tour est différente de la déluciférine des lucioles. L'efficacité énergétique de la réaction est dans tous les cas extraordinairement élevée. Entre 41 et 98% de l'énergie chimique est convertie en lumière, sans la chaleur résiduelle qui caractérise les sources de lumière artificielle. Le poisson lanterne, Myctophum punctatum, utilise sa bioluminescence pour se camoufler. Ces photophores ventraux, distribués avec précision le long du corps, émettent une lumière qui reproduit exactement la faible illumination qui arrive depuis la surface. Vu d'en bas, le poisson se confond avec l'horizon lumineux diffus de l'océan supérieur. Ce contre-éclairage a également été développé de manière indépendante par le calmar Abralia veranii et par plusieurs crustacés planctoniques qui habitent la même zone mésopélagique.
La précision du camouflage est remarquable. Le poisson ajuste l'intensité de ses photophores en temps réel selon l'illumination ambiante, un processus qui requiert des photorécepteurs ventraux, qui mesurent la lumière venant d'en haut et des circuits de rétroaction qui modulent l'émission lumineuse ventrale. C'est un système de contrôle actif de la signature lumineuse que la technologie de furtivité optique dans les véhicules militaires commence à peine à explorer. Le poisson-pêcheur abyssal ou anglerfish, dont les femelles peuvent atteindre 60 cm tandis que les mâles mesurent à peine quelques millimètres, utilise un organe lumineux à l'extrémité d'une protubérance modifiée de la nageoire dorsale comme leurre pour attirer des proies. Cet organe, appelé ESCA, contient des bactéries bioluminescentes en symbiose. La femelle ne produit pas directement la lumière, mais héberge des colonies de Photobacterium mandapamensis qui la produisent pour elle. Le contrôle de cette lumière, quand elle brille, quand elle s'éteint et comment elle clignote, est un problème qui n'est pas entièrement résolu, car les bactéries ont leur propre cycle de luminescence et ne répondent pas directement aux signaux nerveux du poisson. Les études disponibles suggèrent que le poisson contrôle le flux d'oxygène et de nutriments vers l'esca par contraction musculaire du tissu qui l'entoure, régulant indirectement l'activité bactérienne. La relation sexuelle de l'anglerfish est si asymétrique que les mâles, qui ne possèdent pas d'esca, fusionnent physiquement avec la femelle lorsqu'ils la trouvent. Ils mordent sa peau, leurs tissus fusionnent avec les siens, leur système circulatoire se connecte et le mâle dégénère jusqu'à devenir un sac de sperme suspendu au corps de la femelle. Plusieurs mâles peuvent ainsi être attachés à une seule femelle. C'est la dépendance parasite la plus extrême entre individus de la même espèce documentée chez les vertébrés. Dans les océans ouverts, la bioluminescence a aussi une fonction prédatrice active. Le requin lanterne, ou Ethmopterus spinax, l'un des plus petits requins connus, avec une taille comprise entre 18 et 45 cm, produit de la lumière sur son ventre au moyen de photophores distribués selon des motifs spécifiques. Des études récentes ont suggéré que ces motifs sont spécifiques à l'espèce et au sexe, agissant comme des signaux de reconnaissance intraspécifiques dans l'obscurité. Il est possible que de nombreux animaux de l'océan profond, que l'on supposait silencieux du point de vue communicatif, entretiennent en réalité des conversations lumineuses constantes. Le dinoflagellé Noctiluca scintillant produit des éclairs de lumière bleue lorsque l'eau qui l'entoure est agitée mécaniquement. Les vagues nocturnes qui brillent dans certaines mers ou les traînées de bioluminescence que laissent les bateaux en Méditerranée en été sont dues en grande partie à ces microalgues. Mais la fonction biologique de cette réponse à l'agitation reste discutée. L'hypothèse la plus acceptée est que la lumière agit comme une alarme. Lorsqu'un petit prédateur, comme un copépode, tente de manger le dinoflagellé et l'agite, l'éclair attire des prédateurs plus grands qui mangent le copépode. C'est un mécanisme de défense par délégation, un système qui utilise l'attaquant pour appeler un adversaire. Alternativement, il a été proposé que l'éclair surprend et paralyse momentanément le petit prédateur, donnant au dinoflagellé le temps de s'échapper. Les deux hypothèses ont un soutien expérimental et peuvent être simultanément vraies dans différents contextes écologiques. Le poulpe commun, Octopus vulgaris, possède approximativement 500 millions de neurones distribués dans son corps. 2/3 de ces neurones se trouvent dans les 8 tentacules, non dans le cerveau central. Chaque bras possède un système nerveux semi-autonome capable de traiter des informations tactiles et de prendre des décisions de mouvement sans consulter le cerveau. Le cerveau du poulpe donne des instructions générales. Les bras les interprètent et les exécutent avec une indépendance significative. Si l'on coupe un bras et qu'on le laisse sur une surface, le bras continue à bouger selon des schémas coordonnés pendant presque 1 heure, répondant à des stimuli tactiles locaux. Cette architecture nerveuse distribuée n'a pas d'équivalent chez aucun vertébré. Son origine évolutive est complètement séparée de celle des vertébrés. L'ancêtre commun des poulpes et des humains était un animal bilatéral simple d'il y a plus de 600 millions d'années, bien avant qu'il n'existe quoi que ce soit de semblable à un système nerveux complexe. L'intelligence du poulpe, y compris sa capacité à résoudre des problèmes, utiliser des outils, apprendre par observation et reconnaître des visages humains individuels, a évolué de manière complètement indépendante de l'intelligence des vertébrés. Les expériences de Jennifer Matter et Roland Anderson dans les années 90 ont documenté des personnalités individuelles et stables chez des poulpes de l'espèce Octopus rubescens,
ce qui a été accueilli avec scepticisme à l'époque. Des études ultérieures ont confirmé que différents individus de la même espèce montrent de manière constante des traits comme la timidité ou l'agressivité, indépendamment de l'environnement et des stimuli externes. Cela implique que la variabilité individuelle du comportement, l'un des traits qui était considéré comme définitoire des vertébrés sociaux complexes, existe aussi chez un mollusque solitaire à vie courte. La majeure partie des espèces de poulpes vivent entre 1 et 2 ans. Dans ce court laps de temps, elles développent des comportements individualisés qui persistent tout au long de leur vie adulte. Les poulpes ont une vision en couleur malgré le fait qu'ils soient daltoniens. Leurs yeux ne contiennent qu'un seul type de photorécepteur, ce qui en théorie empêche de distinguer les couleurs. Cependant, ils imitent les couleurs et les motifs de leur environnement avec une précision extraordinaire. L'hypothèse proposée en 2016 par Christopher Stubbs et son équipe est que les poulpes utilisent l'aberration chromatique de l'œil, c'est-à-dire le fait que différentes longueurs d'onde se focalisent à des distances légèrement différentes de la rétine comme source d'information de couleur en changeant la taille de leurs pupilles pour focaliser séquentiellement différentes longueurs d'onde et ainsi composer une information chromatique de manière temporelle au lieu de spatiale. C'est un mécanisme sans précédent chez aucun autre animal connu et qui n'a pas encore pu être vérifié de manière définitive. Des expériences d'électrorétinographie chez Octopus insularis, publiées en 2023, ont offert la première preuve électrophysiologique compatible avec ce modèle, bien que non concluante. La seiche, parente du poulpe, possède le système de camouflage le plus rapide et précis du règne animal. Elle peut changer la couleur, la texture et le motif de sa peau en moins de 200 millisecondes en utilisant 3 couches de cellules spécialisées, des chromatophores qui contiennent du pigment et se contractent ou s'étendent par action musculaire directe, des iridophores qui produisent des reflets irisés par interférence de la lumière sur des lamelles de protéines et des leucophores qui dispersent la lumière dans toutes les directions pour produire des blancs et des gris. Ces 3 couches travaillent en combinaison sous contrôle neuronal direct, produisant un système d'écran chromatique sans équivalent technologique actuel. La Seiche sepia officinalis peut même produire des motifs en mouvement sur sa peau, comme des vagues de couleurs qui se déplacent de la tête aux tentacules, dont la fonction communicative reste objet de recherche. Le calmar de Humboldt, Dosidicus gigas, peut atteindre 1,5 mètres et 50 kg. C'est un prédateur actif des eaux du Pacifique oriental qui chasse en groupe coordonné et semble utiliser des éclairs bioluminescents comme système de communication pendant la chasse collective. Des chercheurs du Monterey Bay Aquarium Research Institute ont enregistré en 2016 des motifs de clignotement synchronisés entre individus pendant qu'ils poursuivaient des proies en groupe, ce qui suggère une forme de coordination visuelle active. Le décodage de ce possible langage lumineux reste objet de recherche. Le calmar de Humboldt réalise en outre des migrations verticales quotidiennes de plusieurs centaines de mètres, montant la nuit vers des eaux plus riches en oxygène et en proie, et descendant le jour vers des couches à minimum d'oxygène où ses prédateurs ne peuvent pas le suivre. Dans ces couches hypoxiques, il réduit son taux métabolique et ralentit ses fonctions physiologiques de manière réversible, une capacité rare chez les mollusques de plus grande taille. Les récifs de corail d'eau froide sont l'un des écosystèmes les plus méconnus de la planète. Contrairement aux récifs tropicaux, qui dépendent de la photosynthèse d'algues symbiotiques pour leur énergie, les coraux d'eau profonde comme l'Ophelia pertusa ou Desmophyllum pertusum croissent dans l'obscurité totale, entre 200 et 2000 mètres de profondeur, en filtrant le plancton qui leur arrive avec les courants. Ils forment des structures qui peuvent avoir des milliers d'années. Le plus grand récif de l'Ophelia connu, sur la côte de Norvège, a plus de 3000 ans d'ancienneté et couvre 130 km². Ces récifs profonds servent d'habitat à des centaines d'espèces qui dépendent de leur structure tridimensionnelle. Plus de 1300 espèces associées au récif de l'Ophelia ont été enregistrées dans l'Atlantique Nord. Ce sont les équivalents abyssaux des récifs tropicaux en ce qui concerne la biodiversité associée, bien que construits à des vitesses beaucoup plus faibles et dans des conditions qui ont longtemps été considérées comme incompatibles avec la construction de structures calcaires, parce que la calcification est rendue difficile par la basse température et la faible saturation en carbonate de calcium à ces profondeurs.
Le corail Lophelia croît à peine entre 4 et 25 mm par an. Pour construire une colonie d'1 mètre de diamètre, il s'est écoulé entre 40 et 250 ans. Certains récifs de la marge continentale européenne couvrent des surfaces qui impliquent des siècles de croissance ininterrompue, interrompus périodiquement par des événements d'érosion ou par les mouillages de chalutage qui détruisent en quelques minutes ce que la nature a mis des siècles à construire. Les éponges hexactinélides, ou éponges de verre, sont un autre composant fondamental des écosystèmes profonds. Elles fabriquent leur squelette avec des spicules de silice, du dioxyde de silicium pur, qui s'assemblent sans adhésif ni soudure, en structure, avec des propriétés optiques et mécaniques que l'ingénierie moderne n'a commencé que récemment à comprendre. Le Plectella aspergillum, connu sous le nom de panier de Vénus, produit un squelette avec une architecture de renforcement qui distribue les charges mécaniques de manière optimale, en utilisant des principes de construction que le génie civil a mis des siècles à formaliser. Les spicules des éponges de verre transmettent en outre la lumière comme des fibres optiques biologiques, avec une efficacité comparable aux fibres optiques artificielles mais fabriquées à température ambiante, dans de l'eau salée, sans les processus de haute température que requiert la fabrication industrielle. Le mécanisme biologique qui produit ces fibres avec une telle pureté et un tel contrôle structurel est activement étudié par la communauté des matériaux biomimétiques. À l'intérieur de Le Plectella vit un couple de crevettes du genre Spongicola qui entrent comme juvéniles, grandissent à l'intérieur de l'éponge jusqu'à être trop grandes pour sortir par les ouvertures du réseau de silice et passent le reste de leur vie adulte piégées à l'intérieur où elles se reproduisent. Les descendants sortent à travers les ouvertures du maillage lorsqu'ils sont suffisamment petits et recommencent le cycle. L'éponge fournit logement et protection. Les crevettes, par leur mouvement constant, facilitent le flux d'eau et de nutriments à travers la structure. Dans la tradition japonaise, les couples de crevettes à l'intérieur du panier de Vénus étaient offerts comme cadeau de mariage, symbole d'union éternelle. La métaphore culturelle, dans ce cas, a une base biologique parfaitement littérale. Les éponges carnivores, découvertes en 1995 dans la Méditerranée profonde et depuis lors trouvées dans tous les océans à des profondeurs comprises entre 100 et 8840 mètres, représentent une rupture fondamentale avec ce que l'on savait de la biologie des éponges. Le phylum Porifera était défini comme des organismes filtreurs passifs de particules microscopiques. Les éponges carnivores du genre Cladorhiza et leurs parentes capturent et digèrent des crustacés entiers, en utilisant des filaments adhésifs spécialisés appelés filaments spicules pour piéger leur proie. Elles ont perdu le système de cellules choanocytes qui pompent l'eau et ont développé à la place des structures analogues à celles des animaux prédateurs. C'est une transition évolutive de filtreur à prédateur au sein du même phylum, sans équivalent documenté dans aucun autre groupe animal. Le Sacculina carcini est un parasite du crabe qui ne ressemble à un crustacé à aucune étape adulte de sa vie. Il appartient au phylum Cirripedia, le même que celui des pousse-pieds et des balanes, mais sa forme adulte est un système de ramification qui infiltre chaque tissu du crabe hôte comme s'il s'agissait d'un champignon. Il n'est reconnaissable comme crustacé qu'à son stade larvaire, les Nauplius, qui sont microscopiques et nagent librement. Une fois qu'une larve femelle de Sacculina localise un crabe, elle cherche une articulation dans l'exosquelette, introduit un filament cellulaire par cette fissure et commence à croître depuis l'intérieur, dissolvant ses propres cellules externes et déployant un système de racines qui s'étend dans tout le corps du crabe, autour de l'intestin, autour du cœur, autour du système nerveux, jusqu'aux yeux. Ce réseau de racines absorbe les nutriments du crabe. Lorsqu'elle est prête à se reproduire, elle projette vers l'extérieur un sac reproducteur que le crabe ne peut pas retirer. La manipulation du comportement de l'hôte par Sacculina est ce qui fait de ce parasite l'un des objets d'étude les plus inquiétants de la parasitologie. Le crabe infecté cesse de muer son exosquelette, cesse de régénérer les membres amputés, et s'il est mâle, commence à se comporter comme s'il était femelle. Il transporte et ventile les œufs de Sacculina exactement comme il le ferait avec ses propres œufs, en remuant le corps selon le rythme spécifique qui sert normalement à oxygéner la ponte. Le parasite a détourné les circuits neuro-endocriniens du crabe pour le transformer en son soignant. La manière exacte dont Sacculina modifie la neurochimie du crabe n'est pas complètement comprise.
Les hypothèses actuelles pointent vers la libération de composés similaires à des hormones reproductives qui activent les circuits de soins parental, indépendamment du sexe de l'hôte, mais les expériences de blocage hormonal réalisées à ce jour n'ont pas pu inverser complètement le comportement altéré. La bactérie Wolbachia infecte entre 40 et 65% de toutes les espèces d'insectes de la planète, ce qui en fait probablement le parasite intracellulaire le plus répandu sur Terre. Elle se transmet exclusivement par voie maternelle, à travers le cytoplasme de l'ovule. Pour maximiser cette transmission, elle a évolué de multiples stratégies de manipulation reproductive. Chez certaines espèces, elle tue les mâles au stade embryonnaire. Chez d'autres, elle féminise génétiquement les mâles en les transformant en femelles fonctionnelles. Chez d'autres, elle induit la parthénogenèse chez des femelles qui normalement se reproduiraient sexuellement. Et chez d'autres, elle produit une incompatibilité cytoplasmique qui fait que les croisements entre infectés et non infectés produisent une descendance non viable. Cette manipulation a des conséquences évolutives massives. Chez plusieurs espèces de papillons où Wolbachia tue les mâles, la proportion des sexes s'est déséquilibrée au point que les populations fonctionnent avec 99% de femelles. Dans certaines de ces populations, les mâles survivants ont développé des gènes de résistance à la bactérie, ce qui a généré une course aux armements coévolutifs entre le parasite et l'hôte en temps écologique observable. Wolbachia n'est pas seulement un parasite. Chez de nombreuses espèces, elle est devenue un symbiote obligatoire, au point que l'élimination de la bactérie avec des antibiotiques provoque la stérilité ou la mort chez l'hôte. Chez les moustiques du genre Aedes, Wolbachia bloque en outre la réplication du virus de la dengue, du Zika et du chikungunya, ce qui a transformé la bactérie en un outil de santé publique. Des programmes de libération de moustiques infectés par Wolbachia pour réduire la transmission de ces maladies ont été mis en œuvre en Australie, au Brésil, en Colombie et en Indonésie, avec des résultats positifs documentés. Le champignon Ophiocordyceps unilateralis, connu populairement comme le champignon zombie, infecte des fourmis du genre Camponotus dans les forêts tropicales. La fourmi infectée abandonne la piste de phéromones de la colonie, grimpe jusqu'à une position située entre 25 et 30 cm du sol, une hauteur spécifique qui maximise la dispersion des spores par la température et l'humidité, mord la nervure d'une feuille selon un angle spécifique entre 45 et 90 degrés avec ses mandibules dans ce que l'on appelle la morsure de mort et reste fixé jusqu'à mourir. Le champignon croît alors et disperse ses spores vers les courants d'air du sous-bois. Ce qui fait de ce comportement l'une des grandes énigmes de la parasitologie moderne est que le champignon n'infecte pas le cerveau de la fourmi. Les neurones restent intacts et histologiquement normaux jusqu'à la mort de l'insecte. Le champignon infecte directement les muscles du cou et de la mandibule, mais le comportement qu'il produit avant la morsure, y compris la navigation jusqu'à la position correcte et l'abandon du nid, exige des altérations du traitement neurologique qui n'ont pas encore été expliquées de manière satisfaisante. Une hypothèse est que le champignon libère des composés neuroactifs qui diffusent vers le système nerveux sans l'infecter directement, une interférence chimique à longue portée dont la nature moléculaire n'a pas été complètement caractérisée. Des analyses métabolomiques de fourmis infectées ont identifié plusieurs molécules candidates, y compris des sphingomyélines modifiées et des composés apparentés à l'acide gamma-aminobutyrique, mais aucune reproduite expérimentalement n'a généré le comportement complet en l'absence du champignon. En 1977, Carl Woese et George Fox ont publié un article qui a changé l'arbre de la vie. En utilisant le séquençage de l'ARN ribosomique 16S, ils ont découvert que les organismes qui jusqu'alors étaient appelés bactéries méthanogènes, les producteurs de méthane qui vivaient dans les marais et dans l'intestin des animaux, n'étaient pas du tout des bactéries. Ils constituaient un domaine de la vie complètement séparé, aussi distinct des bactéries que celles-ci le sont des eucaryotes. Ils les ont appelés archées. La découverte n'a pas été bien reçue initialement. La communauté microbiologique a mis plus d'une décennie à accepter que l'arbre de la vie avait 3 troncs au lieu de 2. Woese n'a pas reçu le prix Nobel, un fait qui continue d'être considéré par de nombreux biologistes comme l'une des omissions les plus frappantes de l'histoire de cette institution. Les archées ont une biochimie unique. Leurs membranes cellulaires sont faites de lipides isoprénoïdes au lieu des acides gras des bactéries et des eucaryotes, et les liaisons qui unissent ces lipides à la chaîne de glycérol sont inversées.
Elles sont plus résistantes aux températures extrêmes, au pH extrême et aux salinités extrêmes que presque n'importe quelle bactérie. Et elles sont partout. Dans l'océan profond, elles représentent entre 20 et 30% de toute la biomasse microbienne. Les archées du groupe Tomarchaeota, en particulier, sont les plus abondantes dans l'océan profond et jouent un rôle fondamental dans le cycle de l'azote océanique en oxydant l'ammonium. En 2015, le projet Lokiarchaeota a décrit un groupe d'archées récupérés dans des sédiments du fond océanique entre le Groenland et la Norvège, à 3283 mètres de profondeur, qu'ils ont appelé Loki en référence au château de Loki, le champ de fumerolles où elles ont été trouvées. L'analyse génomique de Lokiarchaeota a révélé qu'elle possède des gènes auparavant considérés comme exclusifs des eucaryotes, des gènes pour la phagocytose, des gènes pour la formation d'actine, des gènes pour le trafic de vésicules intracellulaires. Ce sont des archées avec une machinerie moléculaire qui ressemble à celle des cellules eucaryotes. Cela soutient l'hypothèse selon laquelle les eucaryotes, les cellules avec noyau qui constituent le substrat de tous les animaux, plantes et champignons, sont apparues de la fusion d'une archée du groupe TAC avec une bactérie. Le groupe d'archées d'Asgard, qui comprend Loki, Thor, Odin et plusieurs autres nommés d'après la mythologie nordique, semble être le parent vivant le plus proche de la cellule eucaryote. Si cela est correct, les eucaryotes ne sont pas un domaine séparé de la vie sur un pied d'égalité avec les bactéries et les archées. Ce sont des archées modifiées qui ont englouti une bactérie et ne l'ont jamais relâchée. La bactérie capturée est devenue la mitochondrie, l'organite producteur d'énergie qui est présent dans pratiquement toutes les cellules eucaryotes. Dans les cellules des plantes, une seconde capture similaire s'est produite, cette fois d'une cyanobactérie qui est devenue le chloroplaste. La vie eucaryote complexe, y compris tous les animaux, champignons, plantes et algues, serait le résultat d'au moins 2 événements d'endosymbiose au cours desquels une cellule en a englouti une autre, et les deux ont établi une relation permanente. La métagénomique a multiplié le nombre de groupes microbiens connus au cours des 2 dernières décennies. L'arbre de la vie construit avec des données de culture de laboratoire, où seuls sont comptés les organismes qui poussent sur des boîtes de pétri, représente moins de 2% de la diversité microbienne réelle. Le reste, les 98%, n'est détectable que par le séquençage direct de l'ADN environnemental. Dans les sols, dans les sédiments, dans les océans, dans le sous-sol, il existe des lignées microbiennes complètes avec des métabolismes inconnus, des capacités inconnues et des relations évolutives qui ne s'insèrent pas dans l'arbre de la vie conventionnel. Le Candidatus pathecibacteria, connu aussi comme CPR, est un supergroupe de bactéries découvert presque exclusivement par métagénomique qui comprend des dizaines de nouveaux phylums. Leurs génomes sont extrêmement réduits, avec moins d'1 million de paires de bases dans de nombreux cas, et il manque de gènes pour de nombreuses fonctions métaboliques de base. On pense qu'ils sont des parasites ou des épibiontes d'autres bactéries, ce qui soulève la possibilité qu'il existe dans le sous-sol des écosystèmes microbiens à multiples niveaux de parasites sur des parasites, une hiérarchie de dépendance biologique complètement invisible jusqu'à il y a moins de 10 ans. Le groupe CPR a été découvert en 2015 par Gillian Banfield et ses collaborateurs à partir d'une analyse de métagénomique des eaux souterraines du Colorado. Dans un seul ensemble de données, ils ont décrit plus de 20 nouveaux phylums bactériens, élargissant l'arbre de la vie en une seule étude plus qu'il ne l'avait été au cours des 2 décennies précédentes. En 2020, des scientifiques de l'Institut Leibniz ont annoncé la culture en laboratoire d'Asgardarchaeota pour la première fois, spécifiquement du genre Candidatus prometheoarchaeum syntrophicum. Il leur a fallu 12 ans pour y parvenir. La cellule résultante avait de longues prolongations ramifiées depuis sa surface, ce qui soutient le modèle de fusion selon lequel l'ancêtre eucaryote aurait capturé physiquement une bactérie protéobactérienne, future mitochondrie à travers ses extensions. C'est la première observation directe d'une morphologie compatible avec l'origine de la cellule eucaryote. Les chercheurs ont nommé ce modèle de capture le modèle du Entangle Engulf Endogenese, ou EEE. Les extensions de l'archet enchevêtrent la bactérie, l'enveloppent et finalement l'intègrent en son intérieur. Ce processus hypothétique, survenu il y a environ 2000 millions d'années, a produit la cellule la plus transformatrice de l'histoire de la vie sur Terre.
Le myxosome ou myxozoa est un groupe de parasites qui, pendant des décennies, a été classé parmi les protozoaires, organismes unicellulaires. Dans les années 90, la phylogénie moléculaire a démontré que ce sont des animaux, des cnidaires spécifiquement, parents des méduses et des coraux. Mais leur corps adulte se compose de quelques cellules et n'a ni bouche, ni système nerveux, ni muscles, ni aucun organe différencié. Le génome de Eneguia salminicola, un myxosome qui infecte les muscles du saumon, contient à peine 8600 gènes et manque complètement de gènes mitochondriaux fonctionnels, ce qui en fait le seul animal multicellulaire connu qui n'effectue pas de respiration aérobie. Il a perdu la mitochondrie au sens fonctionnel. L'évolution l'a dépouillé de ce qui était considéré comme un attribut définitoire des animaux, la dépendance à l'oxygène pour la production d'énergie. La manière dont il obtient l'énergie dont il a besoin n'a pas été complètement déterminée. Il extrait probablement directement l'ATP des tissus de l'hôte ou utilise une fermentation anaérobie avec des molécules accepteurs d'électrons prises dans l'environnement de l'hôte. Le placozoaire Trichoplax adaerens possède le plus petit génome animal connu et un corps qui consiste en à peine 3 types cellulaires. Il n'a pas de tissu différencié, il n'a pas d'organes, il n'a pas de système nerveux, il n'a pas de musculature conventionnelle. Il glisse sur des surfaces avec des mouvements amoeboïdes, digère la nourriture sous lui en libérant des enzymes à travers sa surface ventrale et se reproduit à la fois de manière asexuée et sexuée. Phylogénétiquement, il occupe une position basale dans l'arbre animal qui en fait l'un des modèles les plus importants pour comprendre comment sont apparues la multicellularité et la différenciation tissulaire. Cependant, l'analyse de son génome révèle des gènes pour des neurotransmetteurs et des récepteurs synaptiques, malgré l'absence de neurones. Ce qu'il fait avec ces gènes est une question sans réponse. Une hypothèse est que Trichoplax utilise ces molécules de signalisation pour coordonner le comportement de ces cellules en l'absence d'un système nerveux centralisé, comme si chaque cellule lisait des signaux chimiques de l'environnement et de l'état des cellules voisines pour coordonner le mouvement collectif et la digestion. Ce serait une protosynapse chimique diffuse, l'état évolutif immédiatement antérieur à l'apparition du système nerveux. Le ver de Pompéi, Alvinella pompejana, déjà mentionné brièvement dans le contexte des fumerolles, mérite une attention supplémentaire comme objet d'étude. Il vit dans des tubes fixés aux parois des cheminées hydrothermales avec la partie arrière du corps en contact avec des fluides à 80 degrés et la partie antérieure dans l'eau de mer environnante à environ 22 degrés. C'est l'animal eucaryote qui tolère le plus grand gradient thermique corporel soutenu au monde. Ces protéines de choc thermique sont actives de manière constitutive, c'est-à-dire toujours allumées, et pas seulement en réponse au stress comme cela se produit chez d'autres animaux. Il possède en outre un microbiome cutané extraordinairement dense avec des bactéries filamenteuses qui couvrent sa surface dorsale en formant une sorte de pelage bactérien dont la fonction exacte fait débat. Elle peut être thermoprotectrice, elle peut être nutritionnellement symbiotique ou elle peut être simplement un artefact de la colonisation opportuniste du substrat qu'offre la surface du ver. Les vorticines ou vortex de nématodes du sol antarctique sont un autre exemple de biologie apparemment impossible. Le Plectus murrayi, un nématode qui vit dans les fissures des roches des vallées sèches de McMurdo en Antarctique, peut entrer en anhydrobiose, perdant virtuellement toute son eau corporelle, et rester dans cet état pendant des décennies. Lorsqu'ils furent réhydratés avec de l'eau, les individus décongelés provenant d'échantillons de pergélisol âgés de 30 à 40 ans reprirent une activité normale. Les cellules musculaires de ces nématodes, soumises à des cycles répétés de congélation et de décongélation, accumulent des dommages dans l'ADN que les organismes eux-mêmes réparent activement chaque fois qu'ils se réhydratent. Ils possèdent des systèmes de réparation de l'ADN plus efficaces et plus rapides que ceux de tout autre animal étudié. En 2023, un groupe de chercheurs russes annonça avoir réanimé des nématodes du pergélisol sibérien d'une ancienneté estimée à 46 000 ans, vérifiée par datation au radiocarbone des sédiments environnants. Les nématodes, du genre Panagrolaimus, se divisèrent et produisirent une descendance en laboratoire. Si le résultat est réplicable et qu'il n'y a pas de contamination, il représenterait le plus long record de suspension biologique documenté dans l'histoire de la science.
Les profondeurs de l'océan sont encore un territoire de découverte. L'année 2020 fut particulièrement prolifique. Le navire de recherche Schmidt Ocean Institute acheva une expédition au fond de la mer de Corail, au large de la côte orientale de l'Australie, qui documenta plus de 30 nouvelles espèces au cours d'une seule croisière de recherche. Parmi les découvertes les plus remarquables se trouvait un siphonophore, un organisme colonial formé de centaines d'organismes individuels appelés zooïdes, long de 47 mètres, la créature la plus longue documentée dans l'océan. Chaque zooïde est fonctionnellement spécialisé. Certains capturent la nourriture, d'autres se chargent de la reproduction, d'autres de la locomotion, d'autres de la flottaison. Ensemble, ils agissent comme un superorganisme, mais chacun individuellement serait incapable de survivre. Les siphonophores présentent le problème philosophique le plus aigu dans la définition de l'individu biologique. Le Physalia physalis, la galère portugaise, est le siphonophore le plus connu, et sa structure identique à celle de ses parents abyssaux pose la même question. Combien d'individus y a-t-il dans une galère portugaise? En termes génétiques, tous les zooïdes ont le même génome. En termes fonctionnels, ils sont aussi différents les uns des autres qu'un estomac et un poumon chez un vertébré. La biologie moderne n'a pas de réponse univoque à cette question. Dans la mer de Nazca, la dorsale sous-marine au large de la côte péruvienne, des expéditions récentes ont documenté des coraux d'eau froide à des profondeurs de plus de 4000 mètres dans ce qui s'avère être l'un des écosystèmes de grande profondeur les moins étudiés du Pacifique oriental. Les enregistrements obtenus par des véhicules sous-marins non pilotés en 2023 montrèrent des communautés denses d'octocoraux et d'éponges qui ne correspondent à aucune espèce décrite, avec des échinodermes, des crustacés et des polychètes sans classification taxonomique assignée. Le cénote Angelita, au large des côtes du Mexique dans la mer des Caraïbes, n'est pas océanique mais côtier, mais il illustre un autre type d'environnement extrême avec une vie inattendue. C'est un puits immergé d'eau douce qui, à 30 mètres de profondeur, laisse place à une couche d'eau salée hyperdense à forte teneur en sulfure d'hydrogène. L'interface entre les deux couches ressemble, vue d'en haut, à une surface d'eau dans l'eau, avec son propre brouillard de bactéries chimiosynthétiques formant un nuage dense. Dans cette interface et dans l'eau hypersaline en dessous vivent des communautés microbiennes qui fixent le carbone par oxydation du sulfure et qui ne nécessitent pas d'oxygène. Dans l'écosystème construit autour de ce processus chimiosynthétique localisé sont également apparus des métazoaires, de petits annélides et des foraminifères qui se nourrissent des bactéries. La baie Mariana de Guam enregistra en 2011 l'observation d'une structure chimique et biologique qui prit plusieurs années d'analyse avant d'être publiée. Des dépôts au fond de la fosse occidentale de Guam de ce qui s'avéra être un minéral biogénique, la berthierine, produit par des communautés bactériennes à plus de 6000 mètres, à des températures de 2 degrés et dans des conditions anoxiques. La formation de minéraux de fer et de silicium par action biologique dans ces conditions élargit le champ de ce que l'on connaît comme biominéralisation et suggère que les processus géochimiques du fond océanique sont davantage médiés biologiquement que ne le supposent les modèles géophysiques. Les sédiments du fond marin contiennent l'une des biosphères les plus étendues de la planète. Sous cette surface sédimentaire, jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans le sédiment, vivent des microbes avec des taux métaboliques si bas que l'on calcule que certains échangent des électrons une fois tous les 10 000 ans. Ce n'est pas une erreur typographique. Tous les 10 000 ans, un échange électronique. Ce taux d'activité est si bas que les microbiologistes ont débattu pendant des années pour savoir si ces organismes étaient vivants dans un quelconque sens biologique significatif, ou simplement préservés dans un état de chimie lente irréversible. Les expériences de stimulation avec des isotopes radioactifs de carbone et de soufre ont démontré qu'ils incorporent bien du carbone et réduisent le sulfate, bien qu'à des vitesses qui nécessitent des mois d'incubation pour être détectés avec les instruments les plus sensibles disponibles. Les données du Programme international de forage océanique indiquent que la biomasse microbienne des sédiments marins est comparable en magnitude à celle de tous les océans superficiels réunis. Ces organismes participent à des cycles biogéochimiques fondamentaux, le cycle du soufre, celui de l'azote, celui du carbone. Beaucoup des gaz qui s'accumulent dans les sédiments profonds, y compris le méthane des hydrates que nous avons mentionnés auparavant, sont des produits de leur activité.
L'échelle temporelle sur laquelle ils opèrent est géologique, non écologique. Ce qu'ils font aujourd'hui a des conséquences qui se matérialiseront dans des centaines de milliers d'années dans la composition des sédiments et de la colonne d'eau au-dessus. Sur le site IODP 1229, au large de la côte du Pérou, des sédiments furent forés jusqu'à 420 mètres de profondeur et des bactéries viables furent trouvées à toutes les profondeurs échantillonnées. L'échantillon le plus profond, à 420 mètres sous le fond marin et à 8500 mètres au-dessus du niveau effectif de la mer océanique, contenait des bactéries qui, en laboratoire, lorsqu'elles furent stimulées avec des nutriments et de la chaleur, commencèrent à se multiplier. Elles avaient passé des dizaines de millions d'années dans ces sédiments, dans un état de métabolisme minimal à attendre. Le concept de terre rare, microbiologique, l'idée que la vie dans la biosphère profonde est rare, hétérogène et distribuée irrégulièrement, a été remplacée au cours de la dernière décennie par la notion d'une biosphère souterraine continue, connectée par des courants interstitiels et par le mouvement lent des plaques, avec ses propres réseaux métaboliques et ses propres cycles de matière qui opèrent à des échelles temporelles géologiques. C'est une biosphère dans une autre biosphère, invisible, silencieuse, au métabolisme presque arrêté mais réel. Son étude systématique vient à peine de commencer. La technologie de forage océanique profond est coûteuse, les méthodes de culture pour ces organismes sont difficiles à mettre en œuvre sans introduire de contamination, et les analyses métagénomiques produisent plus de séquences sans classification que de réponses concrètes. Chaque mètre de sédiments forés contient des chapitres de l'histoire microbienne de la Terre que la science ne sait pas encore lire. La biologie des organismes extrémophiles et des créatures abyssales a généré plus de questions qu'elle n'en a résolues. L'origine des eucaryotes, qui pointe maintenant vers une fusion entre archées et bactéries médiées par les morphologies des archées d'Asgard, reste l'objet d'un débat intense. Comment cette fusion s'est exactement produite? Dans quel environnement, par quel mécanisme, est quelque chose auquel les données actuelles ne répondent pas de manière définitive. Le moment exact où la bactérie capturée devint un organite, le processus par lequel se produisit le transfert massif de gènes de la bactérie vers le noyau de la cellule hôte et la façon dont s'établit le système d'importation de protéines de retour vers l'organite représentent trois questions indépendantes, dont aucune n'a de réponse satisfaisante complète. L'origine de la bioluminescence, qui a évolué indépendamment des dizaines de fois, pose la question de savoir s'il existe quelque chose dans la biochimie de l'oxygène et des composés organiques qui fait que la production de lumière est une solution particulièrement accessible pour l'évolution. Le fait qu'elle ait convergé tant de fois suggère que ce n'est pas un accident, mais qu'il existe une architecture moléculaire qui prédispose certains groupes de molécules à catalyser cette réaction sous pression évolutive. Quelle est cette architecture n'est pas complètement claire. L'identification récente de luciférine dans des météorites carbonés a ajouté une dimension supplémentaire. Les composants de la bioluminescence sont-ils des molécules ayant une histoire prébiotique qui précède la vie sur Terre? Les mécanismes d'orientation des larves d'organismes hydrothermaux qui doivent trouver de nouvelles fumerolles actives au fond de l'océan sans aucune référence visuelle ou chimique à longue distance représentent l'une des énigmes les plus concrètes et les moins résolues de l'écologie des fonds marins. Des signaux magnétiques, des gradients chimiques transportés par les courants et des signaux de pression sonore produits par les fumerolles ont été proposés, mais aucune hypothèse n'explique de manière satisfaisante toutes les données disponibles. Les larves de Riftia pachyptila en particulier peuvent se disperser sur des centaines de kilomètres avant de s'installer, et les études génétiques de populations de fumerolles distantes les unes des autres suggèrent un flux génique considérable, ce qui implique que la dispersion larvaire est efficace à des échelles qui défient les estimations fondées sur la physique des courants abyssaux. La manipulation du comportement de l'hôte par des parasites comme le champignon Ophiocordyceps, le Saculina ou le Toxoplasma gondii chez les vertébrés ouvre tout un champ de neurosciences parasitaires qui commence à peine à cartographier ces mécanismes moléculaires. Comment un champignon accède à la machinerie du comportement d'un insecte sans infecter ses neurones? Comment il le reprogramme pour exécuter une séquence motrice et spatiale spécifique est une question dont la réponse pourrait révéler autant sur la neurologie du comportement que sur la biochimie fongique.
Le Toxoplasma gondii, pour sa part, modifie le comportement des rongeurs infectés en les rendant moins craintifs envers les chats, facilitant la transmission aux félins hôtes définitifs du parasite. Des études récentes ont identifié que le parasite induit la production de dopamine dans les neurones du noyau accumbens des souris infectées, en utilisant un gène propre de synthèse de tyrosine hydroxylase que la bactérie a possiblement acquis de ses hôtes par transfert horizontal de gènes au cours de millions d'années de coévolution. Et dans le sous-sol le plus profond, dans les sédiments vieux de millions d'années où les bactéries ont des taux métaboliques de dizaines de milliers d'années par génération, se trouve la question la plus fondamentale. Quelle est la limite inférieure du métabolisme compatible avec la vie? Existe-t-il un taux minimal d'échange d'énergie en dessous duquel il n'y a plus de vie mais seulement de la chimie? La réponse à cette question importe non seulement pour la biologie terrestre, mais aussi pour la recherche de vie dans les océans subsuperficiels d'Europe, d'Encelade ou de Titan, où les conditions ne sont pas si différentes de celles des fonds océaniques terrestres. Les organismes décrits dans ce parcours ne sont ni des exceptions ni des curiosités. Ils sont la norme statistique de la vie sur la planète. La vie qui vit dans des conditions que les humains considèrent comme habitables est, en termes de biomasse, de diversité et d'ancienneté évolutive, une petite fraction de ce qui existe. La planète vivante est majoritairement sombre, froide ou extrêmement chaude, dépourvue d'oxygène, soumise à des pressions qui détruiraient tout tissu conventionnel. Et dans ces conditions, la vie ne fait pas que persister. Elle prospère, se diversifie, invente des solutions sans précédent et le fait depuis des millions d'années sans avoir besoin ni de lumière, ni de température modérée, ni d'aucune des conditions que les animaux terrestres les plus familiers considèrent comme indispensables. Chaque nouveau véhicule sous-marin qui descend dans une fosse non explorée, chaque mètre de sédiments forés, chaque analyse d'ADN environnemental extrait d'une roche à 3 km de profondeur, ajoute une pièce à un catalogue dont la taille réelle ne peut pas encore être estimée avec confiance. Ce que l'on peut affirmer, c'est que chaque fois que la biologie a cherché la vie dans les endroits les plus inhospitaliers de la planète, elle l'a trouvée. Et que chaque fois qu'elle l'a trouvée, elle était plus étrange, plus sophistiquée et plus créative biochimiquement que quiconque ne l'aurait prédit.